c'est quand même resté un festival institutionnel où il n'y a pas eu d'adhésion des populations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de spectacle de rue où que les gens se sont assimilés. Ils sont partis voir, mais il n'y a pas eu cette emprise. Dans les plus petites localités, il y a des festivals aussi qui sont montés par les citoyens. Ceux-là doivent être encouragés, doivent être menés. En termes de partenariat privé-public, sur quel modèle nous nous basons, il est vraiment nécessaire et indispensable que le secteur privé participe au développement culturel. Alors, cela peut se faire par le mécénat, par les dons et par une participation active. Il faut que l'État, son rôle n'est pas d'être organisateur d'événements culturels. Il ne sait pas forcément faire. Il doit être un facilitateur dans ces aspects-là. Voilà. Et laisser aux professionnels du secteur le soin de mener ces événements-là. Vous parliez de la dernière question de business model sur lesquels on s'était basé. On s'est basé sur des comparaisons justement de pays qui sont très proches, qui sont juste à côté, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, le Maroc ou la Tunisie. Nous avons un nombre de festivals, il est vrai, mais nous ne fonctionnons pas du tout sur les mêmes modèles. Les investissements privés sont très importants et permettent d'animer une véritable vie culturelle, ce que ici nous n'avons hélas pas, sans le soutien des fonds publics. Sur la question de la langue, juste pour dire qu'on a pour l'année 2020 essayé de faire un effort. On a traduit, il y a une synthèse qui est déjà prête en arabe d'une quarantaine de pages. Le rapport est en traduction. On a fait attention, on a cette fois-ci un peu plus intervenu sur les chaînes arabophones. Donc en termes de communication, on a fait, je pense, des efforts à ce niveau. Donc le rapport en arabe sera prêt, Inch'Allah, dans quelques jours. Maintenant, Ahmed, je connais bien, Ahmed, tu parles arabe, mais tu parles tout aussi bien anglais. Et moi, ce que je rêve pour mon fils aussi, c'est qu'il soit un peu comme toi, ouvert sur les langues. J'ai la chance d'appartenir à une génération de ces on n'a pas du tout de problème à ce niveau-là. La majorité ici travaille essentiellement en anglais, en français, en arabe. Donc c'est de la pure pragmatique. On produit avec la langue qu'on maîtrise et on essaie d'être utile. On n'a pas de problème. Maintenant, il y a un vrai débat sur des questions liées, sans parler tout à l'heure. Viendra le temps où, calmement, on va se déposer dans les meilleures conditions, sans aller à des excès. Mais tu es un ICPR, je t'ai connu il y a quelques années, ouvert sur... C'est comme ça que nous rêvons des Algériens de demain, réellement, avec un ancrage. Comme l'a dit Kamel Daoud, mais aussi avec un peu de tête élevée vers le soleil, pas juste un ancrage. D'autres questions? Et puis ensuite vous allez venir ici au devant de la scène. Allez-y. Par rapport à ce que vous proposez, c'est très bien, c'était en direct, c'est des solutions, on va dire, qui s'inscrivent dans une tradition technocrate, des solutions techniques, un peu conceptuelles, mais on a l'impression que derrière, pour faire bouger les choses, il faudrait peut-être une volonté politique, et en fait il y a comme c'est un avis, on dirait qu'il y a un manque de courage politique pour poser les vraies questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces solutions-là seront adoptées un jour. Bon, c'est pas, je dis ça comme ça, mais en fait j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui bloque, parce que là en fait vous présentez des rapports, vous rencontrez les pouvoirs publics, les décideurs, les politiciens, c'est très bien, il y a une adhésion quasi totale des solutions que vous proposez, je n'ai pas vu d'hostilité ou de la part des gens ici présents ou lors des débats que j'ai assisté. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un déclencheur, qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire à l'application. Et à mon avis, je crois que c'est des blocages d'ordre politique. Et vous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vu comment vous présentez les choses, on dirait que c'est une initiative incroyable où voilà, on est juste là, on propose, mais un de ces jours peut-être, Inch'Allah, ça va se faire. C'est
un avis personnel. Merci. Très bien. Bonjour, je suis Fouetti, directrice d'école. J'aimerais intervenir par rapport justement à l'amélioration de l'éducation. Vous avez dit que pour l'amélioration des performances dans l'éducation, un des dispositifs proposés par l'ENPI, c'est l'autonomie des établissements, basé sur plusieurs parties. Donc, un des points que je vais soulever serait la mixité sociale qui résiderait pour vous dans le recrutement des élèves. Alors, pour vous, un brassage social pourrait émerger des compétences. Moi, je vois la chose autrement. Donc, je vois que le dispositif central serait un chantier où des enseignants seraient en formation continue. Ils vont se démultiplier et démultiplier les compétences au niveau du pays. Et pour moi aussi, la mise sur pied des mêmes outils de travail et l'ouverture de nos élèves sur une pédagogie active, axée sur la réflexion, ils auraient les mêmes chances. Là, on va démultiplier les compétences. Je pense que laisser des directeurs choisir comme ça des individus serait pas une réflexion très positive pour notre éducation. Mais donner à ces élèves les mêmes chances, c'est-à-dire les mêmes outils de travail, les mêmes laboratoires, les mêmes CDI, les ouvrir sur Internet, là, je pense qu'on irait avec eux très très loin. Merci. Encore une question au fond. Émitir grave en retraite. Je voudrais rejoindre un peu le point de vue de le consultant de tout à l'heure. Il a parlé d'un point sur lequel je suis d'accord. Vous avez avancé comme contrainte tout à l'heure. C'est ici qui a parlé de la gouvernance. Il n'y a pas de contrainte de ressources humaines, il n'y a pas de contrainte financière ou de capital, mais il y a une contrainte dans les institutions. Je pense que c'est cette contrainte-là qui est capitale. Et je dirais même plus que c'est dans une contrainte, c'est le verrou. Comment, d'après vous allez parvenir à faire sauter ce verrou? Il y a un verrou qui bloque tout. Sachant que Terminé. Alors, on a pris 3 questions, allez-y. J'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment habitué à la diversité des organisations au sens large. On est une organisation, même si on n'est pas d'organisation formelle. On ne peut pas tout faire. On essaie d'associations, d'organisations, d'initiatives pour que le changement s'opère. Si vous comparez le nombre, j'ai toujours dit ça, le nombre d'associations entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, il y a un fossé gigantesque et il se trouve que c'est ce qui explique que l'Italie du Nord est plus développée que l'Italie du Sud. Si les citoyens n'apprennent pas à s'organiser pour de façon constructive améliorer en premier lieu leur environnement et ensuite aller vers des intérêts plus globaux, rien ne changera. Je veux dire, si vous attendez un miracle politique, il n'aura pas lieu. Je ne vois pas où... en étant dans cette logique-là, on se retrouve bloqué dans une idée où on attend un sauveur, soit un groupe, soit un homme, pour que le pays enfin puisse se développer. Mais pourquoi est-ce que ce sauveur, ce ne serait pas chacun de nous, à notre échelle? Et c'est comme ça qu'on voit la chose. À chacun de contribuer à son échelle au développement de son pays. À chacun. Selon ses compétences, selon sa volonté, selon... bref. Très bien. Il y a clairement un problème au niveau du corps enseignant, vous avez raison, qu'on a identifié, qui est le conseil a été fait il y a très longtemps. Et c'est clair que le message, c'est de dire qu'on ne peut pas effectuer ce saut qualitatif et être capable demain d'avoir une économie performante ou d'avoir tous ces secteurs qui fonctionnent bien, avec des enseignants qui n'ont pas eu le parcours adéquat. Donc très clairement, c'est une condition sine qua non. Et un des éléments aussi de la présentation de Abdelkrim, en termes de si on a des ressources limitées, aujourd'hui, il ne faut pas les mettre dans des infrastructures,
il faut les mettre dans la formation du capital humain, notamment la formation des formateurs. Et là encore, on peut rejoindre un problème crucial qu'on a au niveau des politiques publiques, c'est qu'on entend ces slogans-là depuis 20 ans, mais ils ne sont pas concrétisés. Donc il faut commencer à les concrétiser et vraiment mettre l'argent qu'il faut et les moyens, soit dans le recrutement de nouveaux professeurs qui sortent de l'université dont on se sera assuré du niveau, soit dans la formation continue des professeurs que l'on a aujourd'hui à une pédagogie différente et avec un meilleur bagage technique. Ce sont des éléments qu'on a mis dans le rapport, donc on essaye d'avoir une palette et ça en fait partie. Après, la question particulière du chef d'établissement, en fait, l'image que l'on a, si vous voulez, c'est un peu donner de l'entrepreneuriat à l'intérieur de l'administration. Et un des endroits où on voit cette mentalité d'entrepreneur avoir un réel effet sur le terrain, c'est dans l'éducation et au niveau des établissements. C'est-à-dire que une palette d'enseignants de différents niveaux, etc., où il peut choisir, avoir une flexibilité dans la manière de donner des incitations, peut-être pas pour la totalité du salaire, mais en tout cas une partie du bonus, etc. Donc c'est au chef d'établissement d'être un peu l'animateur à ce niveau-là. Et on pense, comme ça s'est fait dans certains pays, qu'il faut introduire à un niveau relativement limité, je suis d'accord, une proportion relativement limitée des élèves, cette flexibilité également dans le recrutement. Et encore plus, je dirais, au niveau de l'université. Ce sont des choses qui ont été faites ailleurs. Et même si ça choque un petit peu, parce qu'on a l'impression qu'on fait de la discrimination, le but c'est d'éviter à la fin que derrière des grands principes égalitaires, on laisse perdurer des situations de départ qu'on cherche à corriger. Donc introduire une certaine flexibilité pour faire en sorte qu'il y ait le mix peut-être pas social, vous avez raison dans un premier temps, mais peut-être entre on va dire élèves doués ou élèves qui ont déjà un certain niveau et puis élèves qui ont besoin de plus d'attention. On ne peut pas faire tourner un établissement avec que des cas difficiles, je dirais, parce qu'il faut introduire, et on ne peut pas laisser la nature décider aléatoirement de cette polarisation. Et celui qui est peut-être le mieux placé au bout d'un certain temps pour corriger ces choses-là, c'est celui qui est le plus près du terrain. Mais c'est une réforme difficile, et vous avez certainement raison, pas prioritaire, mais qui est importante. Parce que j'ai 50 ans de frustration. Pourtant, j'ai essayé. Mais 50 ans de frustration multiplié par 150 personnes, ça fait des années dans cette salle. Donc, juste. Alors, je reviendrai quand ce sera pas fait. Bon, d'abord, je voudrais remercier le think tanks d'Amni qui nous avons donné l'opportunité de parler ensemble. Et c'est tout à son honneur. Et j'y retrouve un peu les élans que j'avais il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est-à-dire la fougue de la jeunesse, la compétence, le savoir. Bon. Ceci étant dit, je vais vous parler en tant qu'ancien. Quelqu'un qui a traversé l'indépendance de l'Algérie, qui a été sur le front du développement, en tant qu'universitaire, à une certaine époque en tant que, j'allais dire, haut fonctionnaire, mais c'est ma période honteuse. Ceci étant dit, je voudrais simplement dire que l'université algérienne n'a pas, en quelque sorte, suivi le mouvement du développement. Elle a été marginalisée, elle a été soigneusement mise sur la marge. Ceci étant dit, le système éducatif algérien n'a pas fait tout faux. Nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui ont été faites, surtout évidemment sur le plan quantitatif, pas sur le plan qualitatif. Ceci étant dit, nous sommes assez contents. Le moment est venu de changer de fusil d'épaule. Il nous faut aller vers une vision. Alors, ce que je voudrais simplement compléter, parce que le travail remarquable a été fait, c'est de dire que l'Algérie ne vit pas toute seule. Elle est dans un environnement. Donc la contrainte extérieure devrait être un paramètre déterminant. La meilleure preuve, l'affaire Menas, etc., prouve que nous sommes fragiles. Comment ne pas être fragile?
C'est ce que je disais tout à l'heure, de vivre ensemble. Nous n'avons pas encore su réconcilier ce peuple avec son histoire. Tout à fait, c'est ça qu'il faut le faire. Et faire comme disait Cheikh Ahmed, من التالتة من تمارس تيزي وزو من تلمسل تبسا. Comment cimenter ces Algériens? Maintenant, l'Algérien de 2013, quand vous parlez avec lui, il s'identifie à son quartier. Il s'identifie à sa ville. Il n'a pas cette vision d'ensemble, à savoir ce que Renan appelle le désir d'être ensemble, le plébiscite de tous les jours, une nation. Comment créer une nation? Ça, c'est un point important de son outil. Monsieur Lahari connaît bien mes idées là-dessus. Ce que je voudrais dire, une fois que nous avons cimenté le vivre ensemble, on peut remettre ce peuple au travail. Comment le remettre au travail? Il faut d'abord un état des lieux. Beaucoup de choses ont été dites ici. Mais il me semble qu'il est important, avant toute chose, de remettre ce peuple au travail. Comment le remettre au travail? Par un système éducatif performant. Tout à l'heure, Thiès a parlé d'éducation. Il a dit d'éducation, mais je veux lui montrer simplement qu'il y a actuellement 120 000 enseignants qui n'ont pas le bac. C'est un problème de fond. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on trouve des solutions. Je ne veux pas monopoliser la parole pour ne pas attirer les foudres de notre ami. Je voudrais simplement dire la chose suivante. Je suggère que le groupe d'amis ne s'arrête pas aussi bon chemin. Il y a tellement de choses à faire. Je lui suggère deux choses, deux changements. L'éducation. Mettre en place cette école. Et là, ils peuvent nous aider. Des pays comme le Brésil, comme la Chine, ont créé ce qu'on appelle des laptops à $50. Créons 1 million de laptops à $50. Nous allons changer la mentalité de l'école. Comment trouver les financements? Il faut faire preuve d'imagination. Et ce n'est pas le problème de l'argent, c'est le problème des idées. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais que l'ennemi se penche, c'est le futur, la stratégie énergétique. Comment dans 20 ans nous allons être? Parce que 2020 c'est en cours. Structuré, les liens structurels, et on ressemble un peu à tout ce que fait le gouvernement, les partis politiques, etc. Dans ma proposition, connaissons notre peuple qui fonctionne pratiquement à l'époque d'éclat, qui fonctionne à l'événement. Si on fait des petits objectifs très petits, des petits exemples en parlant de culture, on dirait le fait qu'il est à l'agonie depuis des années. Si on fait des objectifs très petits, de faire fonctionner un établissement pareil ou des régions, par exemple pour l'urbanisme, etc. Si on va à Sarali, à Anna, c'est un petit village de 9000 habitants. Si on essaie d'améliorer les conditions dans des choses, et on peut mettre à ce moment-là un label de prix, et on passe à autre chose, ce fonctionnement à l'événement, ce fonctionnement au coup d'éclat, on va prendre de vitesse et se retrouve en train de participer à tous les petits objectifs qu'on aura tracés. Et à ce moment-là, on pourra avoir le lancement des choses pratiquement de jour en jour. Voilà, sinon il y a d'autres réflexions, je vais faire la transforme. Très bien. On prend dans la même question également. Merci, Félix Chaboui, je suis médecin. Je travaille beaucoup sur les problèmes de santé, mais ma question est simple. Maintenant que vous avez réalisé ce rapport, je vous en félicite parce qu'il contient des choses extrêmement importantes et intéressantes, ça c'est indubitable. Il y a peut-être des choses à approfondir, mais je crois que tous les rapports sont là pour être approfondis. Maintenant, que comptez-vous en faire? La bonne. Je suis binational, j'habite au Canada, je suis en vacances ici, donc je vais vraiment assister à tout aujourd'hui. Au fond, j'avais juste une première observation. Ah oui, je travaille pour le gouvernement canadien et je suis républicateur européen. Ce que je voulais dire au début, je vais être un peu sévère, mais si on veut construire, il faut maîtriser le temps.
Si vous parlez de frustration tantôt, nous on était frustrés parce que ça a commencé quand même plus tard. Et ça, je pense que c'est essentiel. Je veux être sévère, mais je pense que c'est nécessaire. Je vais choisir le professeur Chico que j'adore voir sur le canal d'Algérie en disant que c'est quoi l'élément synthétiseur entre tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui permettrait au médecin, à l'architecte, au cordonnier, à l'artisan de Johnson ou de Casbah de voir le même modèle et marchons vers ce modèle. Mon autre question, c'est que c'est quoi la couleur politique de l'ennemi? Même si elle n'est pas un parti politique, c'est quoi la couleur politique? Parce que je vois ici des investisseurs, des détenteurs de capitaux ici, qui vont s'inquiéter un peu sur le plan comment ils vont faciliter les choses, plutôt être libéraux, moins sociodémocrates. C'est une question à poser. Et je finirai par une chose. Je crois que c'est partagé entre la population et les gouvernants, c'est cette vision mystique de on. C'est qui le on? السلطات كمان شكون السلطات كمان؟ الوزراء قامت بمشروع شكون الوزراء؟ Et là on revient à la notion d'imputabilité. Donc tantôt vous avez dit accountabilité, mais c'est l'imputabilité. Parce que qui dit الوزراء, comment on peut poursuivre si je fais une faute? À qui il va rendre compte? Alors, on va continuer le débat. On va laisser d'abord le collectif admis répondre pour ne pas créer tous les enjeux. Puis on va revenir avec les questions. Alors, quand vous voulez commencer, je vous dis le micro. Quelques éléments de réponse par rapport aux actions sur le terrain, parce que c'est une critique qui nous est faite de façon régulière et systématique. On nous dit, et d'ailleurs ça rejoint à la question qu'est-ce que vous comptez faire de votre rapport. En fait, on fait ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que l'objectif de l'ENI, c'est d'être un groupe, c'est d'être un réseau de jeunes et de moins jeunes qui pensent pouvoir apporter des idées novatrices contribueront à amorcer un décollage, pas seulement économique, mais dans plusieurs domaines pour l'Algérie. Déjà, ça nous semble, si c'est ça notre objectif, il est énorme et il est très difficile à atteindre. Alors, donner des recommandations, ensuite veiller à leur mise en œuvre, ce serait se substituer à 35 millions d'Algériens, ce n'est pas notre objectif et c'est complètement impossible. Maintenant, le rapport, il est remis à toutes les autorités, de haut en bas, il est remis aux partis politiques, il est remis aux associations patronales, professionnelles, etc. Tout le monde le reçoit. Par rapport aux actions sur le terrain, on est en relation avec des petites associations qui contribuent au quotidien à améliorer des fois un quartier dans une petite ville ou un petit quelque chose à l'échelle microéconomique. Ce qu'on essaye de faire, on a réfléchi à l'idée de franchise, à l'idée de labellisation, mais c'est à double tranchant parce que si vous donnez votre label a priori et vous ne savez pas après ce que va devenir l'action, la chose peut vous échapper. Et donc on préfère se dire, encourageons ces mouvements-là, inspirons-nous de leur expérience du terrain pour donner de meilleures propositions, mais ce n'est pas notre job pour le moment d'aller sur le terrain, ni à l'échelle micro, ni à l'échelle macro. Juste, je profite pour remercier le professeur Chico, le professeur Chaoui, ils sont nombreux ici dans cette salle à nous avoir aidés. On a fait des tas de rencontres, des tas de séances d'écoute, donc on ne va pas les citer un à un. Des amis ont proposé qu'on mette une liste au niveau du rapport pour dire toutes les personnes qui nous ont aidés, mais on a décidé de ne pas le faire parce que Nebni est un rapport anonyme. On le porte ici parce qu'il faut le faire, mais on ne signera pas de nos noms, on ne dira pas que c'est moi qui ai fait ça. Donc vraiment, je tenais à remercier tous ceux qui sont très nombreux, beaucoup sont ici, nos aînés notamment qui nous ont aidés un peu dans cette initiative. C'est vrai qu'ils n'apparaissent pas, mais tout au long de cette démarche, ils étaient présents, ils ont encouragé et ils ont, on voulait symboliquement remettre aussi le rapport à Mme Claudine Jolet par rapport à professeur
qui a assisté à nos débats. Donc c'est pour vous dire qu'il y a cette continuité. Alors l'autre question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? On va se voir cet après-midi, les membres de Nebni, pour en parler de la suite. Parce que c'est vrai que c'est un travail bénévole qui est prenant, ça ouvre des pistes, mais en même temps ça met de la responsabilité. Nous ne sommes qu'un groupe de bénévoles, nous comptons sur nos moyens, sur nos seules ressources, donc on n'a pas de prétention. Encore une fois, peut-être le projet est ambitieux, mais on n'a pas de prétention. C'est l'ensemble des acteurs, c'est ce que disaient Zouguer et Raif, qui vont faire en sorte que on veut juste apporter notre modeste contribution. C'est vrai que l'ambition, quand on propose un projet Algérie 2020, on se met un peu une pression, mais encore une fois, on fera ce que les membres de Nebni décideront de faire. Certainement pas, alors là on a précisé, une action politique au sens partisan. Parce que, encore une fois, ça ouvre des pistes, mais ça enferme d'autres. Nebni, on n'a jamais posé des questions aux gens qui nous rejoignent. Qui vous êtes? Nos amis de Moustranem sont là nombreux. On les connaissait dans le site web quand on a fait notre première rencontre ici. Abdelnour s'est retrouvé, on n'avait jamais rencontré et on a maintenu un contact et on est parti chez eux. Donc on ne demande pas quelle boxe, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, on a une charte. On a une vision. Sur le plan de la doctrine, c'est un vrai débat. On a des gens qui sont plutôt à droite, mais on a des gens qui sont plutôt à gauche sur le plan de la doctrine. On en parle et on fait dans une optique pragmatique. On n'est pas un parti politique pour avoir nécessairement une idéologie. On en débat, on discute avec des failles et voilà. Rejoignez-nous, aidez-nous. Maintenant, le challenge, c'est comment faire en sorte que les idées, les autres et les nôtres, parce qu'on a beaucoup qui sont sur la place, et la chance d'être mise en œuvre, parce que ça le challenge, c'est pas qu'est-ce que nous on va devenir ou passer sans aucun intérêt. Par contre, je vous prie de noter que là on commence à voir le feu sur le plan des défis à court terme. 2020 c'est demain, si vous entamez la moindre des réformes Lyon, c'est pas évident d'être prêt en 2020. La formation de formateur c'est au moins 7 à 11 ans. C'est-à-dire si vous allez mettre un programme pour former ces 120 000 enseignants qui n'en parlent pas, ça va vous prendre des années. Donc il y a des challenges immenses. Essayons peut-être ensemble avec la société politique que nous ne nions pas, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas contre la société politique. Il y a des gens qui font de la politique pour des soutenants, certains parmi nous actifs certainement. Je dirais, compte tenu du diagnostic évoqué que nous connaissons, il vaut mieux parler de système de soins que de système de santé. Et que justement, grâce à ce qui est proposé par Nebni, on va tendre vers un système de santé. Merci. Une autre question? C'est pas faire. J'ai une question toute simple concernant le rapport. Bon, j'ai pas lu le rapport, mais je voudrais juste savoir ce que vous avez pensé à dire comment, par exemple, impliquer la société civile dans le projet de développement, réaliser une autonomie, une décentralisation, c'est-à-dire des mesures concrètes et des mécanismes concrets. Voilà, merci. Je vous pose la question de savoir qui est Nebni et premièrement demande la question de qui je suis dans Nebni. Alors, pour répondre de manière très simple et très franche, je suis économiste de formation. J'ai pris en charge la culture avec toute une équipe. Nous avons interviewé depuis le mois de mars un certain nombre d'acteurs de la culture sur lesquels nous avons recensé l'ensemble des préoccupations que nous avons essayé de vous retranscrire dans ce rapport-là. Je ne suis pas un acteur de la culture, je ne suis pas un homme de la culture, mais cela ne m'a pas empêché de vouloir porter ce projet et de vouloir le présenter. Voilà. Maintenant, peut-être que je n'en dis pas assez sur moi, mais je pense que au sein de Nebni, c'est ce que je représente. Le problème identitaire s'est posé. On a eu un débat au sein de Nebni et pour vous dire franchement, nous n'avons peut-être pas voulu un débat assez riche et quelquefois même assez controversé sur ces questions identitaires. Le problème qui s'est posé, et en étant chef de thème, donc j'ai pris la responsabilité de ne pas aborder cette question-là, c'est que nous ne mesurions pas
aller ce débat. Donc, pour la simple raison que nous ne maîtrisons pas l'ensemble des éléments. C'est Total Recall. En fait, c'est l'histoire d'une personne qui accomplit plein d'exploits et à la fin de ces exploits découvre une cassette tournée par lui-même en fait, qui lui dit que finalement ce n'est pas une si bonne personne et que tous les exploits qu'elle a réalisés c'était sous le joug d'un effacement de sa mémoire et il a été préprogrammé pour. Et à la fin, il détruit le laptop où il y avait la cassette et il vit sa vie, il continue à faire des exploits. Donc pour dire ça en un mot, on est ce qu'on fait. Il y avait une question sur l'adhésion sociale de la société civile par rapport à cette démarche. Vous nous posez une question qui est la question. C'est la question $1 million. Comment, ou même plus, parce que comment on fait en sorte qu'on soit on parle en milliard, ok. Comment on fait en sorte comment on construit une société civile, comment on fait en sorte vous m'entendez? Ouais. Donc comment on fait en sorte de construire comment on construit une société civile, qu'est-ce que c'est? Même quand j'ai parlé d'institutions, finalement, c'est quoi les institutions? Comment ça émerge? Même sur le plan académique, il y a des questions qui sont encore en travaux parce que c'est compliqué à comprendre comment émergent les institutions. Comment les Algériens vont réussir à... On est une jeune nation, 50 ans, c'est pas encore. Comment on va réussir finalement à relever ce défi de changer notre pays sans passer par la case casse? Parce qu'ailleurs, c'est ce qui se passe. Comment on va le faire? Et ça passe pour, effectivement, la question est bonne, parce que pour nous, ça passe par la société civile, par une refondation de la société civile. Et c'est pour ça que le premier client, entre guillemets, auquel on s'adresse, c'est pas les pouvoirs publics, c'est vous, c'est la société civile. Et on fait partie de cette société civile. Dites-vous bien que nous sommes une émanation de la société civile. On n'est pas une création, on est une émanation de la société civile. On a envie à un moment donné de contribuer. A fait une remarque que nous partageons et effectivement on veut évoluer vers un système de santé qui soit efficace, performant. Aujourd'hui, modestement, mais un pas après l'autre, on va travailler et réformer le système de soins pour effectivement pouvoir positionner le débat un peu plus largement ensuite sur l'ensemble du système de santé. Il reste un quart d'heure, on va prendre... alors ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Alors, d'abord, Mostaganem, puisque... Le plus proche. Voilà. Oui, vous avez déjà juste après Mostaganem. Voilà. Pas de régionalisme, ça commence. Allez-y. On peut commencer par l'ouest, si vous voulez. Bon, je me présente, je suis M. Moukrobi Mohamed, je suis de Mostaganem. Donc on représente, si vous voulez, l'initiative de l'UNEA Mostaganem. Peut-être je vais parler un peu de quelques idées que nous avions proposées et que nous avons aussi commencé à concrétiser. Au volet social, nous avions commencé par créer sur Facebook d'ailleurs des groupes se nommant initiative par quartier. C'est aussi, c'est-à-dire nommer chaque groupe par chaque quartier de Mostaganem et que c'est-à-dire qui habitent ces quartiers peuvent participer au nettoyage de leur quartier. Et apparemment cette initiative a bien débuté, d'ailleurs nous allons commencer par quelques quartiers. Aussi, restant dans le social, moi-même et des amis, nous faisons partie de l'association des asthmatiques de Mostaganem. Cette association qui gère le centre des asthmatiques, d'ailleurs c'est le centre. Multiplicité de cerveaux. Je ne suis pas pour un cerveau. L'être providentiel, je n'y crois pas. J'aime bien la mise en synergie de toutes les compétences.
Ceci dit, je voudrais tout simplement poser la question, pourquoi vous n'avez pas pensé à la famille, qui est une institution? Parce que c'est la famille qui donne naissance aux citoyens. Il faudrait peut-être se poser la question, quels sont les manques de cette famille et comment y remédier. Le deuxième aspect, ce serait beaucoup plus lié à l'éducation. À l'horizon 2020, est-ce qu'on peut démultiplier les effectifs des classes? Parce que c'est là aussi un point névralgique. Une classe où il y a 50 élèves, le professeur le plus performant baisse les bras. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut aussi agir sur l'infrastructure scolaire qui continue à construire des écoles sur le modèle de l'école de Jules Ferry? Et c'est dépassé, vous le savez très bien. Avec la réforme, il faut penser à une autre dynamique scolaire, à une autre dynamique de classe. Est-ce qu'on peut penser aussi, dans le court terme, à la formation, à l'enseignant, le former sur une seule idée, qu'il n'est plus la seule source d'information? À vos côtés, ne vous laissez pas piéger par les faux débats, les idéologies, les astreintes à résultats. Bon, on a essayé d'en parler un petit peu au niveau du rapport. En fait, la direction, c'est encore une fois, on a les moyens de réaliser ça si on s'y met aujourd'hui et si on a une vision claire et si on adopte donc, des solutions qui ont marché ailleurs, donc celles que vous suggérez. Et donc, voilà, pour la famille, ça rentre dans le cadre du social. Le social, on ne le traite pas encore aujourd'hui. C'est une question d'expertise, mais c'est un domaine très important en termes aussi de protection sociale et puis le traitement de long terme de la pauvreté, etc. Et ça sera certainement un chantier qu'on développera quand on en aura les moyens. Sinon, je passe la parole à Samira pour la santé. Alors, pas de réponse à apporter, si ce n'est un élément concernant la famille. On le traite dans la santé, vous verrez sur le site, parce que quand on dit il faut amener le soin au plus près du citoyen, il faut aussi inventer de nouvelles formes de prise en charge, et on a entre les mains en Algérie un potentiel de proximité, de maintien à domicile, d'aidant, d'entourage des patients, des malades, qui est important, beaucoup plus important qu'à d'autres endroits, et la famille autour de ce sujet a un rôle à jouer et un rôle aussi autour de la prévention. Un rôle dans la prévention. On ouvre le débat est ouvert, je pense qu'il faut construire autour de ça aussi, qu'on réfléchisse et qu'on échange. J'espère qu'on ne va pas avoir que des questions sur la gouvernance, on voudrait que vous cette question rejoint exactement la question à laquelle j'ai répondu avant. Effectivement, on a pris la métaphore du Titanic pour montrer que on pourrait comparer l'Algérie à ce navire, en fait. On va droit dans le mur, et le mur, enfin, l'iceberg, hein, et on n'a pas conscience de ça. Enfin, je veux dire, ceux qui ont les moyens d'amorcer ce virage, de permettre au pays d'amorcer ce virage, n'entendent pas ce qu'on leur dit. Donc c'est ce fameux capitaine qui n'écoutait pas les signaux d'alarme, et on y va, d'accord? Donc c'est pas uniquement une question finalement d'État, c'est aussi une question de est-ce que la société algérienne a envie aussi de façon pacifique, de façon constructive, dire attention, on y va tous vers ce mur, il faut maintenant qu'on prenne le destin en main, mais ensemble, pas forcément dans la confrontation, hein, ensemble, on peut y arriver ensemble. Mais il faut à un moment donné que quelqu'un soit ce qu'on appelle le first mover, c'est-à-dire quelqu'un qui bouge le premier pour dire attention, on va dans le mur, il faut qu'on change la trajectoire. Et changer la trajectoire, c'est la gouvernance. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions à la fois, comme ça on va permettre aux membres du collectif de répondre. Très rapide, bonjour, s'il vous plaît, dans votre réflexion, on n'a pas entendu, on n'a pas vu un diagnostic sociologique. C'est-à-dire, on est tous les mêmes, est-ce qu'on va continuer à être tous les mêmes
Ou alors, comme le rappelle Gustafsson, un sociologue, dans une société, il y a l'élite, il y a un peuple supprimé, mais il faut le reconnaître, il y a aussi un peuple abject. Est-ce qu'on va être tout le temps égaux, indéfiniment? Est-ce que ça n'est pas aussi le vôtre goût de ce que nous vivons? Merci. D'accord, donc diagnostic sociologique. Une autre question? Mes questions, j'aurais quelques questions concernant la culture. Pas dans votre bilan, dans la partie positive, vous avez parlé d'industrie culturelle indépendante. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est cette industrie. Vous avez parlé de diversité de manifestations culturelles. Il faut bien, mais je suis d'accord sur le fait que les manifestations ont augmenté à partir des années 2000 jusqu'à nos jours. Par contre, je voudrais savoir si vous choisissez la quantité ou la qualité. Aussi. Je voudrais savoir aussi quel serait le partenariat public-privé. Je sous-entends par la ministère de la Culture et secteur culturel indépendant. Et aussi par rapport à la gouvernance, par rapport à la gestion du ministère de la Culture, par rapport à la gestion du secteur culturel. Je voudrais savoir quels sont les business models qui ont été pris en considération par rapport à la comparaison qui est faite. Très bien, on prendra une troisième question et on va répondre. السلام عليكم، محمد خليفي، تلفزيون الجزائري وإذاعة الجزائر الدولية. بداية أريد أن أحيي الأستاذ بودراع على هذه المبادرة، يعني بدأت الجميع عارفين، لكن الأستاذ بودراع عنده فضل كبير في هذه المبادرة. الشيء اللي حابب نطرحه في مبادرة نبني هو أنه كل المحاضرات كانت باللغة الفرنسية. هذا طبعا شيء جميل أن تكون اللغة الفرنسية يعني حاضرة ويكون النخبة الفرنسية حاضرة فيها، لكن الشيء اللي ممكن نتساءل عليه هو النخبة العربية والراهي تتحدث باللغة العربية، لأنه نحس يعني من خلال هذه المبادرة أنه النخبة العربية إيكارتي، اللي حصر يعني اللغة يحصر الإبداع. يعني نتساءل اسكو يعني مثلا في المرات القادمه وفي المحاضرات القادمه تكون كاينه النخبه العربيه حاضره من خلال يعني الابداع تاعها من خلال مختلف المجالات الثقافي الى غير ذلك. Très bien. Vous allez répondre en un rapport. Moi, je vais répondre en qualité, vous voulez bien. Pour la question relative au sociogramme de l'Algérie, en fait, il existe traditionnellement deux modèles extrêmes. Un modèle plutôt égalitariste, qui a la beauté d'avoir pour objectif la justice sociale, et un autre modèle moins égalitariste, plus élitiste, qui vous dit que traditionnellement, les gens ne sont pas forcément égaux, c'est une donnée. L'essentiel, c'est de mettre en place un système qui donne l'égalité des chances, et pas forcément prétendre à rendre les gens égaux parce que les gens ne sont pas égaux. A priori, Mbni ne veut pas choisir, ne veut pas trancher ni vers un extrême ni vers l'autre, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les sociétés, vous n'avez pas des sociétés vraiment qui sont toutes blanches ou toutes noires, c'est à chaque fois une combinaison des deux, donc c'est des ponts de gris. L'Algérie a une élite, mais n'est pas organisée. L'Algérie a des catégories sociales, mais elles ne sont pas si séparées les unes des autres, pour peu qu'on sache harmoniser tout ça. Donc c'est plus un problème de cohérence qu'un problème de typologie. Juste là-dessus aussi, je voudrais ajouter que sur le volet économique, on n'est pas des libéraux. On a un ensemble de mesures pour faire en sorte que la croissance profite à tout le monde. Parce qu'en général, la croissance est génératrice d'inégalités. Donc on a un ensemble de mesures pour faire en sorte qu'un maximum d'Algériens puissent profiter des nouvelles opportunités que cette croissance offrira.
et construire ses capacités à profiter de ce développement. C'est vraiment un aspect très important de notre approche dans le domaine économique. Je vais essayer de répondre de manière à chacune de vos questions sur la culture. Donc, vous m'avez posé la première question par rapport au bilan sur une industrie culturelle indépendante, sur ses balbutiements, sur les référencements sur lesquels on se basait. Il y a effectivement une industrie culturelle qui est en voie de formation. Elle est notamment visible au niveau du spectacle